Bonjour à tous, eh bien nous arrivons tranquillement à la fin de cette saison 2023. Après un début d'automne très chaud, les températures sont en train de se refroidir nettement. Ça tombe bien parce que c'est justement le sujet, vous le verrez, du dossier de David Ewing. Donc comme à mon habitude, je vais feuilleter avec vous le dernier numéro d'InfoPêche, le numéro 86 de novembre-décembre 2023, que voici. Alors nous commençons évidemment avec la couverture et une bourriche, magnifique bourriche de gros zide, un poisson qui est quand même de plus en plus présent dans toutes nos rivières, un peu partout à travers le territoire. Puis on a le sommaire et l'édito, vos questions et nos réponses d'experts sur toutes les techniques de pêche, les appâts, etc. Et puis les programmes de nos futurs rendez-vous en live. Et ensuite, on attaque donc le fameux dossier de David Ewing qui va nous parler de la pêche au moment justement de la bascule entre l'automne et l'hiver, le moment où la température de l'eau commence à baisser vraiment de manière assez sensible. C'est un dossier encore une fois très complet et David commence par aborder le sujet de l'eau en elle-même. Effectivement, dès lors que l'eau commence à refroidir, elle a des changements physiques. Elle commence par être plus dense, on sait qu'une eau froide est plus dense qu'une eau chaude, et cela a évidemment une influence sur le comportement des poissons, mais il y a également sa clarté. Plus l'eau est froide, on le sait, plus elle a tendance à s'éclaircir du fait que le phytoplancton et d'autres éléments meurent dès lors que la température s'abaisse. Alors, il envisage un petit peu tous les cas, les baisses brutales de température ou alors les baisses progressives de température, et puis il aborde aussi les problèmes liés à la prolifération de certains prédateurs, en particulier les cormorans qui sont très actifs justement dans les eaux froides, aussi parce que l'eau est plus claire, donc ils ont plus de facilité à pêcher. Et donc il nous explique un petit peu ce que le pêcheur doit faire, quel type de matériel il doit utiliser, est-ce qu'il faut pêcher plus fin? On a l'habitude de pêcher plus fin dès lors que l'eau se refroidit, mais pourquoi? Et comment le faire? Et puis, il aborde aussi les effets de l'eau froide sur les poissons eux-mêmes, sur leur appétit. Paradoxalement, nous, quand il fait froid, on a tendance plutôt à manger des plats plus lourds, plus riches. C'est tout à fait l'inverse pour les poissons. Mais également, leur mobilité et leur activité dans ces eaux froides. Vous verrez, je pense que vous apprendrez plein de choses, encore une fois, avec David. Ensuite, on a les bons coups, donc les meilleurs coins de pêche dans le domaine public et également le domaine privé avec les carpodromes et les fisheries. Puis on aborde la partie technique et tactique, et on attaque tout de suite avec le dossier principal, le sujet principal de ce numéro qui était en couverture, c'est sur l'amorce, et en particulier les particules, c'est-à-dire la granulométrie de l'amorce. Quand on parle amorce, on parle souvent mécanique, richesse des produits, aspect gustatif, etc. Mais on a tendance à moins parler de la granulométrie, et souvent on n'en parle pas forcément de la meilleure des manières, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser qu'une amorce grossière, de grosse granulométrie, est forcément très riche, et une amorce fine est forcément très pauvre. Ce n'est pas du tout le cas. On peut très bien avoir des amorces fines très riches, comme par exemple celles qui sont à base de farine de poisson. Mais ce n'est pas tout. Romain Foiratier nous explique également qu'il faut tenir compte de la densité de ces particules, parce que des grosses particules sont souvent légères, et évidemment quand on recherche les gros poissons, ce n'est pas forcément l'idéal. Donc il nous explique comment préparer une amorce avec une grosse granulométrie et des particules denses qui vont bien tenir sur le fond, et comme vous pouvez le voir, cela permet souvent de faire la différence en termes de taille de poisson. Ensuite, on a le carré d'as avec 4 grands champions. Cette fois-ci, on a Alan Scottorn pour l'Angleterre, Jan van Schendel pour les Pays-Bas, Tamás Walter pour la Hongrie et Milo Colombo pour l'Italie, qui nous donnent leurs éches préférées. Alors on voit vraiment des grosses différences selon les pays, puisque pour Alan, ça va être du pain de mie, le chien de vie et les asticots fluo, en particulier les pinky fluo. Pour Yann, sans trop de surprise, c'est le castor, le ver, mais aussi les asticots flottants. Ensuite, Milo nous parle des damiers, ces fameux gros asticots très particuliers, mais aussi du maïs et des micro-vers de terreau que vous pouvez voir ici, qui sont à peine plus gros qu'une pièce de monnaie. Ensuite, on a Tamás qui aborde le sujet des vers de vase plutôt dans l'amorce, les asticots congelés
et lui aussi également le maïs, puisqu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de beaux poissons dans les eaux hongroises. Enfin, le joker, c'est le grand champion français Stéphane Potelet, qui nous parle aussi de ses éches préférées, donc le ver, le castor, donc c'est assez surprenant peut-être pour certains, mais les pêcheurs en particulier internationaux français utilisent aussi ce type d'éche. Et puis il nous parle également du fouillis avec une réflexion très intéressante sur le sujet. Ensuite, on a l'article de Sébastien Rousseau qui nous parle d'une séance de pêche qu'il a fait en début d'automne, donc il faisait encore beau, vous voyez, il était en t-shirt, à la télescopique avec une franglaise dans les grands lacs du sud-ouest. On sait qu'ils sont très très riches en bougardons et vous voyez qu'il a réussi une magnifique pêche. Ensuite, la main au panier est de retour, que j'ai été promis, avec Didier Delannoy, Monsieur Plus. Alors cette fois-ci, il ne nous parle pas d'amorce, il nous parle montage, mais croyez-moi, il est tout aussi doué dans ce domaine que dans les farines. Il utilise, nous l'avions déjà vu, beaucoup de flotteurs faits maison, on va dire, mais surtout, il apporte un soin absolument incroyable au montage de ses lignes, au choix des plombs, à la manière dont il les pince sur le fil. Il les colore même avec un coup de feutre, etc. Vous verrez que c'est vraiment très très méticuleux et intéressant. Ensuite, on a le sujet de Nicolas Quénon, notre ami belge, qui a suivi un grand champion belge, Frank Van Parijs, lors d'une compétition. Donc il nous explique un petit peu le rôle de ce coaching et ce qu'il a pu apprendre en côtoyant ce grand champion. Ensuite, on aborde la partie matérielle avec la présentation des nouveautés et pour commencer, ces deux nylons spéciaux pour le feeder et le méthode feeder de chez Colmic. Ensuite, une sélection de nouveautés avec en particulier les tout derniers moulinets Team Daiwa feeder qui étaient très attendus. Et puis le test concerne les bras feeder. Alors on les a passés comme toujours en revue en les mesurant, les pesant, en regardant bien les systèmes de serrage, etc. Donc vous avez tous les éléments pour ensuite faire le meilleur choix en fonction de votre type de pêche, hein, si vous pêchez en étang, en lac ou en rivière. Alors il y a un jeu également, il y aura quelques bras feeder à remporter, des modèles de chez MAP. Ensuite, comme chaque fin d'année, je fais un bilan de la saison au niveau international. Hein. On reprend tous les résultats des championnats du monde et des championnats d'Europe, et puis on compare les résultats des nations. Le fait marquant, c'est le titre de la Serbie au championnat du monde en Espagne, puisque c'est fait la deuxième fois consécutive qu'il remporte ce titre, et c'est très très rare. Et puis il y a également la victoire de l'Espagnol Esteve Martinez Suroca, qui a remporté donc le titre mondial avec 2 points, mais qui a réalisé une année absolument extraordinaire, puisqu'en Pologne, au championnat du monde des clubs, il avait aussi fait 2 points. Alors vous le retrouverez dans le prochain numéro, justement dans le Caradas, vous verrez, il y a beaucoup de choses très intéressantes à retirer de l'expérience de ce pêcheur espagnol. Alors on revient évidemment sur les excellentes performances des jeunes Français qui ont rapporté beaucoup de médailles. Alors il y a les classements sur 5 ans des différentes nations, et puis le classement annuel. On revient aussi sur les problèmes liés au fait qu'il y ait de plus en plus de championnats du monde et que du coup certaines nations sont obligées de faire des choix et de ne pas participer à certaines épreuves, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de participer à tous les championnats du monde. Et puis on se projette sur l'année prochaine, on aura bien l'occasion d'y revenir, avec en point d'orgue évidemment le championnat du monde des nations qui se déroulera à Béthune, donc en France en septembre 2024, mais on aura bien l'occasion d'y revenir. Puis on a le sujet de Sébastien Monget qui revient sur le préamorçage. Pendant très très longtemps, les pêcheurs au cou n'envisageaient pas une partie de pêche sans un préamorçage préalable, soit avec des graines, soit avec des pains de chêne vie, etc. Et puis petit à petit, avec la généralisation des amorces à base de farine, de chapelure, etc., qui donnent des résultats souvent plus rapides, ça a été un peu délaissé, mais dès lors qu'on recherche les spécimens, il est évident qu'un préamorçage de 1 ou 2 jours à l'avance est très très important. Alors il nous explique comment le faire, avec quels outils, et puis surtout évidemment quel type d'appât jeter à l'eau pour attirer telle ou telle espèce, en particulier en termes de mélange de graines.
Et puis on termine avec les pêches d'antan et un petit texte de la fin du 19e siècle où justement on aborde les parfums. Est-ce qu'ils sont vraiment efficaces? Est-ce que c'est efficace de parfumer des graines? Vous verrez qu'ils étaient déjà à l'époque très sceptiques sur l'efficacité de ces arômes. Voilà, écoutez, j'espère que vous prendrez plaisir à lire ce nouveau numéro d'Info Pêche et je vous dis à très bientôt.